J'ai longtemps rechigné à raconter l'histoire du Congo parce que c'est une histoire complexe. C'est une histoire qui met en exergue l'influence religieuse occidentale sur l'Afrique et comment elle a influencé l'évolution de ce royaume. Il est donc important d'en comprendre les racines et de bien analyser d'une façon dépassionnée. Salut mes Africa Lovers, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouvel épisode de Peuple Bête. L'histoire du Congo est très importante parce qu'elle offre une vue remarquable sur les premières relations entre l'Europe et l'Afrique. Fondée par Lukeni Lwa Nimi au XIVe siècle, le royaume du Congo est devenu un des plus larges et les plus puissants États en Afrique centrale durant les 15 et 16e siècles. Il était situé à la côte occidentale de l'Afrique centrale, spécifiquement à l'emplacement des pays actuels tels que l'Angola, le Congo et la République démocratique du Congo. Le royaume-État était divisé en 6 importantes provinces, dont le Soyo, le Mbata, le Nsundi, le Mpango, le Mbemba et le Mpemba. La majorité de la population vivait dans les villages autour de la cité capitale Mbanza Congo. Les premiers voyageurs portugais qui arrivaient à Mbanza n'ont pas seulement décrit la capitale comme une large et dense cité entourée de pluies forestières, mais aussi un important lieu de commerce pour tous les peuples qui vivaient dans les différentes parties du grand bassin du fleuve Congo. La structure économique du royaume était à la base définie par un système de taxation centralisé caractérisé par une hiérarchie de collecteurs. Les chefs de village collectaient les taxes des villageois et les rapportaient aux gouverneurs de province. Les gouverneurs de province avaient instruction de collecter les ressources des villages et de les faire remonter au roi qui les récompensait en cadeau. Dans le royaume, l'agriculture était la base de la production. Toute la communauté avait une portion de terre et chaque récolte était divisée dans les familles avec une portion réservée aux taxes. L'arrivée du navigateur portugais Diego Chao à l'embouchure du Zaïre en 1483 a surpris les Congolais. Même s'il s'agissait d'un royaume vaste en pleine croissance et puissance, le Congo n'avait aucun contact avec le monde au-delà de ses voisins immédiats et de l'étendue de ses routes commerciales régionales avant l'arrivée des Portugais. Néanmoins, le Congo a rapidement accepté les nouveaux venus et s'est rapidement déplacé pour s'intégrer dans le monde atlantique et européen. La première relation du Congo avec le Portugal est étudiée dans le but de comprendre une rencontre vierge entre Africains et Européens, semblable à la rencontre des Taïnos avec Colombe moins d'un demi-siècle plus tard. Le premier contact impliquait un échange d'otages, puis la décision du souverain du Congo, Nzinga Nkungu, d'entrer en relation formelle avec le Portugal et d'accepter le baptême. En 1491, le roi João II du Portugal a envoyé une petite flotte au Congo pour accomplir cet objectif. L'atmosphère était chargée alors que les Portugais et les Congolais célébraient conjointement le baptême du Mwene, qui est le souverain de Soyo, l'autorité côtière du Congo, puis du roi lui-même qui fut baptisé le 3 mai 1491 du nom de João I en l'honneur du roi du Portugal. Cette première expédition du Portugal au Congo et plusieurs autres qui ont suivi au cours des 20 années suivantes ont été conçues comme un exercice d'échange culturel. En plus de l'aide spirituelle pour guider les nouveaux chrétiens des colons portugais, y compris des agriculteurs et des artisans, sont également venus au Congo pour enseigner de nouvelles façons de faire les choses et de vivre. Quelques jours seulement après le baptême de João I, les forces armées portugaises sont parties avec l'armée royale
pour aider à réprimer la rébellion d'une petite province située près du fleuve Zaïre. La campagne fut un succès et les forces combinées retournèrent triomphalement dans la capitale du Congo, Mbanza Congo, avant que les dirigeants portugais ne partent pour le Portugal. Il n'y a presque pas de documents historiques sur les 15 années suivantes, au cours desquelles João I, le roi du Congo, et son fils Afonso Mbemba à Nzinga lui succéda entre 1506 et 1509. Une très grande partie de la période suivante de l'histoire du Congo, jusqu'au milieu du XVIe siècle, est connue des historiens presque entièrement par les lettres d'Afonso au roi du Portugal, Manuel I et João III. Ainsi, cette période critique de l'histoire du Congo est illustrée principalement par des sources d'auteurs africains qui éclairent la relation avec le Portugal et les résidents portugais au Congo, ainsi que des structures politiques dans l'État congolais primitif. Les correspondances d'Afonso et certaines preuves de collaboration révèlent qu'il est lettré, fervent chrétien et désireux d'en apprendre le plus possible sur le Portugal et l'Europe. Afonso a affirmé qu'il avait pris le pouvoir dans une lutte de succession avec un demi-frère païen, Mpanzu Kitima, dans une bataille qu'Afonso a remportée avec l'aide d'une apparition de Saint Jean. Il fonda l'église catholique romaine au Congo, s'occupa de son financement et de plus étudia soigneusement la religion lui-même et avec ses propres conseillers et ceux du Portugal. Il envoya de nombreux enfants étudier au Portugal et en Europe, dont son fils Henrique Kinu Mpemba, qui fut nommé évêque en 1518 et retourna au Congo en 1521. Afonso créa également un système éducatif qui alphabétisa les classes supérieures en portugais. Le résultat final fut le développement d'une forme unique de christianisme syncrétique congolais révélé dans le vocabulaire des premiers catéchismes et les observations de prêtres tels que les jésuites qui arrivèrent au Congo peu après la mort d'Afonso. Il combinait les anciennes normes religieuses du Congo, mettant l'accent sur les esprits territoriaux et les ancêtres avec les cultes des saints, de telle sorte que la religion congolaise était renforcée plutôt que remplacée. Cette œuvre fut si efficace qu'elle resta la foi congolaise jusqu'au XXe siècle. Afonso était également désireux d'acquérir des compétences portugaises et a encouragé les charpentiers, tailleurs de pierre et autres artisans portugais à vivre au Congo. Il construisit un palais, un mur d'enceinte et de nombreuses églises de pierre et développa un corps d'artisans congolais qui maîtrisaient ce métier. D'autres techniques portugaises comme l'agriculture et la fabrication du pain ont eu moins de succès au Congo. Les relations d'Afonso avec le Portugal et les Portugais résidents ont souvent été étudiées à travers sa correspondance, en particulier des lettres de réclamation émises en 1514 et 1526 et parfois à d'autres moments. Dans ces derniers, Afonso se plaignait que les Portugais à son service étaient immoraux, paresseux et parfois incompétents, à d'autres moments que certains Portugais conspiraient avec ces sujets pour déstabiliser le royaume ou promouvoir le commerce des esclaves. Il était particulièrement préoccupé par le fait que les Portugais en particulier, ceux résidant sur l'île de Sao Tomé dans le golfe de Guinée, faisaient du commerce avec ses voisins sans sa permission ni son contrôle. Ses voisins comprenaient le Mpanzulumbu, situé près de l'embouchure du Zaïre, le Kiangala, sur la côte au nord de Luanda et probablement aussi le royaume du Ndongo au sud. Dans tous ces domaines, le Congo avait un contrôle limité à l'époque et le commerce portugais croissant représentait à la fois des affirmations d'indépendance de la part des partenaires africains et une évasion fiscale de la part des Portugais. À un moment donné, en 1526, Afonso a proposé d'arrêter tout commerce avec le Portugal parce qu'il prétendait que ses propres sujets, y compris des membres de la noblesse, avaient été saisis. Quels que soient les événements spécifiques auxquels il a fait allusion, il y a peu de preuves que la souveraineté du Congo a été substantiellement sapée ou que le règne d'Afonso
a été un noble échec à transformer le pays comme certains érudits l'ont soutenu. À la mort d'Afonso en 1542, il légua un pays stable, élargissant son influence et son autorité et s'engageant à poursuivre la foi chrétienne. Il faudra plus d'un siècle avant que la guerre civile qui a effectivement détruit le pays ne commence. À travers l'histoire du Congo, ce que je pourrais dire, c'est que l'on remarque l'histoire d'une Afrique quelque peu naïve sur ses relations internationales. Une Afrique qui, dans sa généralité, a trop peu exploré ses alentours, à part la sous-région, pour s'imprégner de ce à quoi ressemble le monde. Ensuite, c'est un Congo dont les souverains, au prix de leur foi personnelle, ont imposé une religion à leur pays au point d'effacer les cultures locales, d'où la trop grande dépendance et une trop grande naïveté vis-à-vis des Portugais qui étaient plutôt dans une logique de gain. L'histoire est une leçon de la priorité de l'intérêt de l'État, de notre nation et de notre culture sur tout autre intérêt. Il est vrai que même si cela n'est pas visible de prime abord, les officiels portugais utilisaient la religion afin de profiter du royaume congolais. Voilà ma Africa Lovers, si vous avez aimé cette vidéo sur le royaume du Congo, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de partager, de commenter et surtout d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos sur Peuple Ébène. Sur ce, je vous dis à bientôt.